bientôt l'été. Alors, quoi amener en vacances, quoi lire en vacances? Eh bien, c'est ce que nous allons vous proposer dans un certain nombre d'émissions. Et on commence avec Bénédicte Fly-Sainte-Marie. Bonjour. Bonsoir, bonjour, ça va? Oui, très Alors bien. vous allez nous conseiller voilà, des lectures qu'on pourrait emporter avec nous cet été. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, vous avez écrit un très joli livre sur une violoniste qui s'appelle Camille Urso. Je suis né au son du violon. Au son du violon, oui. Au son du violon, qui continue de sa route, hein, ce livre. Toujours, oui, oui. Et c'était, oui, c'est voilà, c'est une violoniste française qui a été totalement oubliée et qui a été une star aux États-Unis, mais en France, voilà, on l'a un peu. On l'a un peu oubliée, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, voilà. un peu trop, et donc voilà. grâce à vous, elle revit. Voilà. Alors, vous nous proposez un certain nombre de livres qui vous ont plu, qui vous ont passionné, des livres qui sont soit actuels, qu'on peut aussi trouver en poche, voilà, on n'est pas obligé de dépenser des fortunes. Hein. Oui, c'est un accent qu'on cherche toujours à mettre dans cette émission sur le format poche, Absolument. parce que qui est plus accessible que le grand format. Alors on commence avec Les Minuscules de Benjamin Hoffman. Voilà. Et donc, c'est chez Gallimard, ça? C'est ça, c'est chez Gallimard, et c'est n'y allons pas par quatre chemins, c'est une petite merveille. En fait, c'est écrit par Benjamin Hoffman. Alors, qui est Benjamin Hoffman? Alors, Benjamin Hoffman, il est français, il est né donc à Villeurbanne et il a grandi à Bordeaux, mais il vit et il enseigne aux États-Unis, où il est professeur de littérature, non? C'est ça, à l'université de l'Ohio, et en fait, il a un autre corde à son arc, parce qu'il est aussi écrivain. On lui doit notamment L'île de la Sentinelle, qui est sorti absolument. Qui est sorti il y a 2 ans, et donc son travail d'enseignant et de chercheur l'amène à couvrir différents domaines, à explorer différentes voies, et il a fait des recherches sur Casanova. Sur Casanova. Alors Casanova, c'est aussi... C'est sur Casanova, c'est ça. Mais un Casanova un peu particulier. Un petit peu non? défraîchi, oui, un petit peu. Là, il est vieux. Voilà, donc, mais c'est intéressant parce que Benjamin Hoffman, c'est un enseignant, et il a fait des recherches sur Casanova, et là, il transforme ça en matière fictionnelle, et je trouve ça assez jubilatoire comme démarche. Et donc c'est Casanova, voilà, dont on parle. Casanova, voilà, on connaît l'illustre aventurier, libertin, c'est ça. Et donc Vénitien, absolument. Et donc là, on peut dire que les jours fastes sont derrière lui. Voilà. Ça fait plusieurs décennies qu'il vadrouille dans l'Europe, qui fuit à la fois ses créanciers, ses ennemis, les femmes qu'il a séduites, abandonnées, escroquées et tout. Et il se retrouve un peu la dernière extrémité. Il se retrouve au fin fond de la Bohème. Il y a un comte qui, voilà, dans sa magnanimité, l'embauche comme bibliothécaire, donc dans un obscur château de Bohème, et même là, Casanova n'est plus ce qu'il était. Voilà, il n'est plus à la page. Voilà, il y a une scène qui est assez truculente, qui est décrite au début du livre. En fait, Casanova se prépare au bal qui est organisé au château, et il est trop poudré, il a une perruque qui date d'un autre temps, il a un habit ridicule, et tout le monde... du passé, quoi. Voilà, c'est un homme du passé, et pas du passisme. Voilà. Voilà, il est complètement has-been. Alors pourquoi Les Minuscules, alors? Alors justement, ce qui va se passer, c'est que Casanova va faire la rencontre de représentants du peuple minuscule. C'est des Lilliputiens, en fait, qui sont inspirés de son œuvre. En fait, c'est les mégamicres qui figuraient dans son œuvre qui s'appelle l'Iso Cameron. Et en fait,
si le monde, son monde à lui, lui refuse les joies, les gratifications, il va trouver dans cet univers-là, celui des minuscules, qui est, en fait, c'est une sorte de société qui duplique la nôtre, mais sans les vanités, sans les vices, en fait, c'est un monde sans la séduction même, peut-être. Sans la séduction. Oui, c'est des êtres purs, ces minuscules. Ils vivent en dessous de la surface de la Terre. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ce monde, c'est que toutes les artères, les passages, les voies ont des noms de figures de style. Donc c'est comme une sorte de voyage géographique, mais aussi littéraire. Et en fait... donc, il va découvrir une sorte de planète idéale et avec ses minuscules, et ben il va découvrir ce que pourrait être le monde et ce qu'aurait pu être aussi l'histoire de France. Il va essayer avec les minuscules d'infléchir l'histoire de France, parce que je vous rappelle qu'on est en fait à la fin du 18e siècle, alors que la Révolution gronde et peut-être que Casanova et les minuscules vont faire basculer l'histoire de France. Non. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. On s'arrête là. Alors, vous dites, oui, c'est formidable, quoi. Ah oui, une lecture que vous a emballé. C'est un peu un livre qui réunit tout, parce qu'on sent que c'est très documenté, que c'est très érudit, et que à la fois c'est plein de fraîcheur, d'humour. Enfin, c'est pas un pince-homme, ça se lit très facilement, ouais. Et c'est drôle et intelligent à la fois. Et voilà. Il y a aujourd'hui la remise en cause des mythes, mythe de Don Juan, le mythe de Casanova, MeToo. Là, non, c'est pas tout à fait, c'est un peu ça quand même, parce qu'il est un peu ridicule, quoi, même. Si, c'est ça qui est très intéressant, c'est que justement le grotesque de Casanova n'est pas éludé. Oui. Et parce que la narratrice de ce livre, c'est sa dernière conquête, qui est évidemment beaucoup plus jeune que lui. Et elle, justement, elle fait pas l'impasse sur son côté, sur sa face sombre, sur tous ces gens qu'il a détruits. Oui. Voilà. Une domination masculine. Justement, c'est en ça aussi que je trouve que le livre est très intéressant. Les minuscules de Benjamin Hoffmann aux éditions Gallimard. On passe à Jules Pirate d'Hubert et Virginie Augustin, s'ils sont en couple et ils écrivent ensemble. Donc. Non, ils ne sont pas du tout en couple, pas du tout. Et en fait, c'est Hubert et Virginie Augustin. C'est ça. Non, ils ne sont pas. En fait, Hubert, c'est. C'est l'édition Glénat, hein. C'est ça, c'est aux éditions Glénat. Et en fait, Hubert, c'est un album posthume. Il nous a quittés il y a 3 ans. Et en fait, c'est un scénariste de BD qui a eu une ribambelle de prix, et notamment pour Peau d'homme, qui est son dernier opus. Et alors, dans ce livre, Joe la pirate, en fait, c'est un de ces grands destins comme je les aime. Hein, c'est l'histoire de Marion Barbara Carster. Alors, c'est une sorte d'Amazone, une sorte de George Sand de la vie. Et en fait, elle est née en 1900. Et en fait, elle a refusé toutes les conventions qui s'appliquaient, et tous les stéréotypes de genre de l'époque. Et voilà. Et du coup, elle a vraiment existé ? Ah oui, absolument, oui. Elle a existé et elle a fait vraiment tout ce qu'on était. Tout ce qui était interdit aux femmes. Tout ce qui était interdit aux femmes. Elle s'habillait en homme, d'où l'analogie avec George Sand. Elle a séduit des femmes, beaucoup de femmes, dont la grande Marlène Dietrich. Elle roulait à toute vitesse. Elle a fait la course automobile. Elle était navigatrice. Elle a acheté une île des Bahamas. Elle a fait voler en éclats tous les carcans qui étaient liés à la femme et à la féminité. Elle a même fait la guerre d'indépendance irlandaise, enfin vraiment, et ça lui a plutôt réussi parce que cette Jo, enfin c'est son surnom, elle est morte à 93 ans. Elle a brûlé la vie par les 2 bouts, mais elle a vécu longtemps quand même. Donc ça c'est formidable, et puis c'est en effet scénarisé par Hubert. Oui, c'est un talent formidable, quoi. Un talent formidable, et justement, indirectement, à travers ce livre, Hubert, comme à chaque
fois fait passer des messages sur la liberté, oui, sur la beauté, voilà, absolument. Et sur les femmes. Enfin, c'est ça, sur les femmes et puis sur les sexualités différentes. Enfin, il y a toujours il y a un message. Il y a un message derrière l'histoire. Et je trouve que je vous montre un petit peu. C'est du noir et blanc, mais c'est très fluide, c'est très limpide et très joli. Et je trouve que les deux se marient bien. Et c'est un bel album inspirant, je trouve. Alors, on passe à Olby d'Estelle Billon-Spagnol. Oui. C'est chez Grasset. Oui, voilà, ce bel Grasset album. Grasset aussi fait des albums. Oui. Ça, c'est pour enfants ou Et ça, c'est pour enfants. Et donc, c'est signé par Estelle Billon-Spagnol qui fait des livres. En fait, elle ne faisait pas du tout ce métier-là au départ. Et quand elle a franchi le cap des 30 ans, elle a dit « Ce que je veux faire, c'est de la littérature jeunesse. » Et depuis 15 ans, elle nous livre ces pépites-là à mettre dans toutes les mains. Et donc, on suit dans Olby. C'est un drôle d'oiseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrice, mais il ressemble un peu à une olive. Oui, un peu. Voilà. Et Olby... Une olive qui vole. Voilà, c'est ça. Et Olby, il vit tranquille, pépère dans sa forêt. Et un jour, un père de famille qui cherche un cadeau pour sa fille, il ramasse Olby et voilà, il l'emmène et il l'offre à sa fille qui, en bon enfant gâté, s'en lasse très vite. Ah oui. Et le file à son copain. Et ensuite, en fait, Olby en a ras la casquette, ou plutôt l'aigrette d'être transbahuté et puis considéré comme un gadget. Donc, il va reprendre la route de lui-même et il va s'échapper. D'accord. Et il va vivre pas mal de tribulations, il va se mettre en danger, il va faire du business, c'est un drôle d'oiseau. Il va créer sa ville, non Non, il va pas créer sa ville. Après toutes ces aventures diverses et variées où il se cherche, il va se trouver à Olbyville, là où il vit. Voilà, là où il vivait. Voilà, et il va se rendre compte qu'on est bien chez soi, et que c'est un retour aux sources réunies, et puis que le bonheur n'est pas forcément dans la performance. C'est pas la peine d'en faire plus, d'en faire trop, de performer tout le temps. On peut avoir une vie simple et être heureux. C'est ça, et puis... c'est une belle morale. C'est une belle morale. Et c'est pour les... De quel âge à quel âge, ça? Alors, je pense que c'est pour les 6-8 ans, à peu près, je pense. Et ce qui est en filigrane aussi de ce livre, c'est les humains arrêter de prendre les animaux pour des jouets. Il y a aussi ça. Voilà. Et voilà, c'est un très bel album. Il y a une grosse évolution de nos rapports aux animaux. C'est ça, oui. On est bien dans cette ère du temps-là. C'est ça, et c'est assez fidèle à cette philosophie-là. Alors, on va terminer par 2 romans en poche, étrangers. Oui. On commence par Le Royaume des Unis de Jonathan Coe. Voilà, qui est là. Et donc, je suppose qu'on est tous plus ou moins au fait de l'œuvre de Jonathan Coe. Voilà, il a écrit... beaucoup de romans très Voilà. Et Billy Wilder et moi, c'est chouette. Qui était chouette. Oui. Testament à l'anglaise qui a été son premier gros drôle, en plus. Mais c'est ça qui... Enfin, on sait quand il y a un Jonathan Coe qui sort en librairie, on sait que c'est un bon moment en perspective. Et en fait, dans ce livre de poche, il entremêle trois trajectoires. En fait, celle de Mary, qui est un peu le personnage fil rouge, qui était encore une enfant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi la trajectoire de la chocolaterie Cadbury's, que vous devez connaître. Vous savez, c'est les bonbons en papillote, très caloriques, très sucrés et tout. Parce que Marie habite à Bourneville. Dire que je connais ça. Moi, hélas, je connais ça. Elle habite là où l'usine Cadbury était. Et en fait, la destinée de Marie et de l'usine sont mis en relation avec les grands événements nationaux, le discours de
de George VI, le couronnement d'Élisabeth II, le mariage de Charles et Diana, la mort de Diana, et oui, voilà. Tous ces événements. Une espèce de télescopage permanent, et ce que j'adore, mais vous devez apprécier aussi chez Jonathan Coe, c'est que c'est à la fois un fin observateur de la société, de notre société et de la sienne en particulier, de la société britannique, et à la fois il y a énormément d'humour, de dérision, et moi ce que j'adore chez lui, c'est l'intimité qu'il crée avec ses personnages. On a l'impression qu'on pousse la porte de chez eux et qu'on y est. On s'introduit chez eux. C'est ça. Jonathan Coe, donc, le Royaume des Unis. Et alors, la dépendance de Rachel Cusk. Bon, on va prononcer comme ça. Cusk. Voilà. Cusk. A priori, c'est Cusk. Oui. Alors, et donc ça c'est étonnant comme livre. Moi je connaissais pas cette écrivaine du tout. Non. Donc on va l'appeler Rachel Cusk. Oui. Pardonnez-nous si. Non, c'est ça, non. Cusk, c'est bien. Voilà. Et donc dans ce roman, en fait, c'est M, la narratrice, on ne sait pas comment elle s'appelle, elle a juste une initiale en fait. Elle invite, elle a une grande propriété dans les marais, on ne sait pas si c'est au fin fond de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, on ne sait pas préciser, c'est assez... Et en fait, elle est en admiration folle devant un artiste qui est aussi baptisé avec une simple initiale, qui s'appelle elle, et elle réussit, après diverses démarches, à le faire venir en résidence artistique. Ah d'accord. Voilà, dans la dépendance, d'où le nom du livre, dans la maison secondaire qui est au fond de son jardin. Et en fait, elle va passer un peu de l'euphorie, rapidement la consternation, parce qu'elle va se rendre compte, avec son mari, ils vont réaliser qu'ils ont peut-être installé un coucou dans leur nid, parce que déjà le coucou n'arrive pas seul, il arrive avec une très jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, très jolie, et en fait ça se déroule pendant la période du confinement, donc il y a M, son mari, sa fille, son compagnon, sa fille, son compagnon, plus cet artiste et sa jeune compagne, et en fait cette espèce de... Il y a un huis clos, quoi. De huis clos, huis clos dans un jardin, quoi. Voilà, huis clos dans un jardin, et ben il va faire quand même imploser ça de l'intérieur. Je pense que ça ferait un bon scénario de film, si ce n'est pas déjà en projet. Et en plus, ce que j'aime, c'est que Rachel Cusk, elle n'élude pas non plus les ambiguïtés, les lâchetés de son héroïne. C'est très, très psychologique, c'est très profond. Et oui, c'est chouette. Ça donne envie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Peut-être, alors, il y avait un livre que vous vouliez aussi dire, si jamais vous ne l'avez pas encore lu, faites-le vite, c'est Novecento. Oui, c'est pas précisément une nouveauté. Alessandro Baricco. Parce que c'est sorti à... Magnifique. Il y a eu Soi aussi qui était formidable. Et alors, il y avait une adaptation avec André Dussolier, et ça a été adapté au théâtre, qui était aussi formidable. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'histoire d'un pianiste. Voilà. Ça se glisse très facilement dans une valise. C'est très joli. Le livre d'Alessandro Baricco, c'est un style formidable. Et c'est sublime. Je vous défie de ne pas pleurer à la fin de ce livre. Merci beaucoup, Bénédicte. Puis je rappelle, il y a votre livre, Je suis né au son du violon. Merci beaucoup. Vous pouvez l'emmener pour l'été aussi. Ce serait une très bonne idée. Très bonne idée. Merci beaucoup, Bénédicte.